Estée Lauder. Alors, tôt ou tard, le marché finit toujours par nous donner une opportunité d'investissement. Donc, ici, nous avons une compagnie stabilité ou croissance des revenus. Nous avons une croissance des revenus. OK, on constate ici que les revenus diminuent. On a près de 3 milliards en moins sur cette période-ci. On sait déjà que les rapports financiers de 2023 vont être importants. Pourquoi est-ce que non seulement de 2022 et 2023 vont être importants? Pourquoi est-ce qu'on a un ralentissement ici au niveau de la croissance des revenus? Ensuite, on regarde la marge brute. La marge brute diminue. On a près de 10% ici en moins par rapport au plus haut en 2016. Donc, on sait déjà que le rapport financier de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, tous ces rapports-là vont m'intéresser. Pourquoi est-ce que les marges brutes diminuent de plus en plus alors que les revenus sont en croissance? OK? Est-ce qu'on n'a pas sacrifié la croissance? On n'a pas sacrifié les marges ici pour booster la croissance? Et donc, on peut également voir ici qu'elle a fait plusieurs acquisitions de 2016 à aujourd'hui. Bon, les acquisitions, c'est bien, mais est-ce qu'elle arrive à les intégrer? Ce serait mieux de savoir si on les a bien intégrées parce que 1, 2, 3, ça fait à peu près près de 3 milliards de dépensés ici pour des acquisitions. Qu'est-ce que ça a donné? On remarque qu'on a un impact négatif sur les marges brutes. Est-ce qu'on n'a pas fait l'acquisition aussi de business qui, techniquement, oui, ça booste en termes de revenus, mais on sacrifie beaucoup de marge sur ces business-là. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller regarder le salaire du management. Il est adossé sur quoi? Histoire de voir à peu près quel est son intérêt ici au niveau de la croissance des revenus. J'aime bien quand il est adossé sur des ratios ici, comme le ROIC, d'accord? Comme également un maintien des marges de free cash flow, ce genre de choses-là. Donc, ensuite, on va regarder ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il diminue, très très bien. Mais, vu que l'entreprise s'est changée à des niveaux, oh là là, en 2010... Je me pose la question de savoir, est-ce qu'il était judicieux de faire des acquisitions, de faire des rachats d'actions à cette période-là? Comme on peut le constater, c'est l'habitude de négocier aux alentours de 25 fois les bénéfices. En tout cas, il y a de la croissance derrière, etc. Mais on a quand même un nombre d'actions qui diminue. Ensuite, net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Ici, important, on les met sur le même graphique. Free cash flow, 1, 2, 3, 4, donc validé sur le même graphique. On constate ici que les free cash flow et les net income vont dans le même sens. Parfait. Donc, les net income peuvent représenter la véritable rentabilité du business. Et si c'est le cas, regardons les marges. Vous pensez qu'un business extraordinaire a des marges qui fluctuent autant? Non. Une entreprise extraordinaire a des marges avant tout stables. Et donc, quand on a un ralentissement au niveau des marges, donc on peut le voir ici, sur les 20 dernières années, on a des marges aux alentours de 8%. Sur les 5 dernières années, on a des marges aux alentours de 12%. Actuellement, c'est 6%. Enfin, sur les 12 derniers mois, nous avons combien? Nous avons du 4%. Qu'est-ce qui se passe? Le revenu augmente, les marges brutes diminuent, les dépenses opérationnelles ne diminuent pas également. Donc, cette situation-là a sans doute un impact sur les bénéfices nets. Et donc, je vais aller creuser un tout petit peu pour voir c'est quoi la raison derrière. Et qu'est-ce que le management fait pour gérer cette situation-là? Enfin, j'ai un tout petit peu fouillé sur Estée Lauder. On parle beaucoup de restructuration. Et quand j'entends parler de restructuration, je me dis toujours que on va devoir virer du personnel. On va peut-être vendre certains segments d'activité. On va peut-être s'y améliorer ici la distribution. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne sent pas bon à l'intérieur. OK? C'est la vente au détail. Ne l'oubliez pas. Même si ce sont des produits de beauté, etc., c'est de la vente au détail. C'est un business difficile. Il faut anticiper il faut anticiper ici les goûts des consommateurs. D'accord? Il y a beaucoup de publicité qui vient avec, etc. Ensuite, donc, quand je compare, je regarde, une fois que je constate que les marges ont diminué, la question est de savoir quel est l'objectif de marge du management en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va revenir à des marges de 12%? Et qu'est-ce qu'on va faire pour y revenir? Déjà, avant de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour y revenir, comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là? Ensuite, je vais regarder les marges EBITDA. Vous voyez également marge EBITDA, marge de free cash, marge brute, tout est en berne. Tout est en berne. Le 10% de marge brute en décroissance qu'on avait depuis 2016 en moins, vous remarquez que ça se répercute sur les marges EBITDA. Et pendant ce temps, la dette nette sur EBITDA augmente. Et la dette nette sur EBITDA peut augmenter parce que le volume d'EBITDA diminue. Attention, il faut toujours également aller regarder du point de vue volume. Donc, le volume d'EBITDA a diminué. Donc, on regarde la dette nette du point de vue volume ici. Est-ce que ça a augmenté ou diminué? On a pris une augmentation de 6 milliards par là. Normalement, quand l'entreprise se portait très, très, très bien, elle pouvait repayer cette dette-ci en moins de 4 ans. OK? Aujourd'hui, ça sera plus d'une dizaine d'années. Mais ça, c'est aujourd'hui. Hein. Attention, ça peut changer sur les mois à venir. Donc, au niveau de la dette, je pourrais dire que c'est correct si on revient à une certaine moyenne.
Donc, retour sur capitaux investis, etc. Tout est bien, tout est bien, tout est beau, d'accord? Mais vous pouvez constater que le ralentissement ici des bénéfices a un impact sur le retour sur les capitaux investis, ok? So, on va vraiment devoir faire des économies dans cette compagnie, ok? Mais faites attention, si on fait des économies, est-ce que en réduisant peut-être le personnel, l'efficacité de l'entreprise sera toujours la même? Est-ce qu'on va plutôt réduire les dépenses en marketing? Et pour ça, si vous réduisez les dépenses en marketing, ce genre de business, ce n'est peut-être pas l'idéal. Donc, il y a beaucoup de questions à poser derrière, au-delà des chiffres. Estée Lauder, généralement, la plupart des personnes vont s'arrêter sur le dividende versé depuis plusieurs années. Est-ce que même c'est le cas? Je vais vérifier ça. Oui, elle verse un dividende depuis 400 ans ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le narratif qui devrait vous intéresser. Quel est mon rendement sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui? Actuellement, nous sommes en difficulté. OK. Est-ce que je pense que le management actuel a les compétences nécessaires pour pouvoir relever l'entreprise, au moins au niveau des 7 $ l'action, ce qu'on avait en 2022? Est-ce que c'est possible? Et si c'est le cas, je pourrais me dire, c'est un exemple. Hein. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 110 $ un business qui pourrait me rapporter 7 $. Soit un rendement de 6%. Ça va, c'est correct. Surtout si on ajoute une petite croissance derrière, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en date d'aujourd'hui, nous sommes en pleine restructuration. Je ne sais pas si on va revenir à ces niveaux-là. En tout cas, avec les chiffres, vous ne pouvez pas les déterminer. Vous pouvez juste constater qu'il y a un problème présentement. Et maintenant, en lisant les rapports financiers, vous pouvez également avoir une idée générale de si l'entreprise est en train de prendre les bonnes décisions pour régler ces situations-là. OK? Donc, par exemple, pour les personal products, donc ce genre d'entreprise, je vais avoir tendance, je suis en train de préparer une analyse sectorielle que je ne vais pas vous présenter sur la chaîne. Hein. Elle sera disponible ici, dans le service Top Premium. Normalement, vous avez 50% de réduction ici. Donc, dans le tout inclus, vous avez les analyses sectorielles. Dans les notes d'analyse, vous avez les notes d'analyse, l'accès à la watchlist avec objectif de prix. Par exemple, si cette compagnie-ci m'intéresse, je mettrai un price target ici et vous verrez si l'entreprise est sous-évaluée ou pas, dépendamment ici dépendamment de la période. OK? Donc, ça vous permet ici de pouvoir rapidement identifier les opportunités potentielles. OK? Vous avez également ici les demandes d'analyse quantitative. Thierry, analyse cette compagnie. Est-ce que tu peux regarder ça se passe directement ici. OK? Plus d'autres éléments, etc. Et vous avez accès à la watchlist. Si vous voulez juste la watchlist, tout est inclus en description de la vidéo. J'ai créé 100 codes. Donc actuellement, je pense qu'on a déjà pris à peu près une dizaine de codes par là. Il en reste à peu près 83 à la dernière fois que j'ai regardé. OK? Donc, une fois que les 100 codes se terminent ici, le deal est terminé. D'accord? Si on revient sur les notes d'analyse, pour ceux qui veulent y avoir accès, c'est ici. Les notes d'analyse sont basées sur ma lecture des rapports financiers sur toutes les entreprises de ce secteur d'activité, plus la presse spécialisée. Donc, ça me permet ici d'avoir une idée générale sur le secteur d'activité afin de ne pas investir à l'aveugle. Parce que comme je vous l'ai mentionné, cette compagnie-ci, la situation qu'elle vit aujourd'hui, ce n'est pas la seule entreprise à vivre cette situation-là dans son segment d'activité. OK? Il y a peut-être un ralentissement ici. Et généralement, quand il y a un ralentissement, il faut d'abord avoir un bilan solide. Deuxièmement, il faut également réduire un tout petit peu les coûts. OK? Le lien est en description de la vidéo. Alors, parfois on va me poser la question de savoir, mais Thierry, comment est-ce que je vais arriver à faire une analyse? C'est bien de dire, lisez les rapports financiers, mais comment est-ce qu'on fait? C'est simple. Dans le programme d'accélérateur ici, on apprend à lire les rapports financiers. Les états financiers, les rapports financiers, on analyse tout type d'entreprise ici de manière quantitative et qualitative. Il y a 11 secteurs d'activité. Dans ces 11 secteurs d'activité, il y a 52 industries et plus, et sous-industries. D'accord? Au moins 52. Et donc, on étudie chaque compartiment ici, histoire d'avoir une idée générale de comment est-ce que se comporte telle ou telle entreprise. Quand je regarde une bancaire, comment est-ce que je me comporte? Si je vais analyser une compagnie dans le secteur ici, l'automobile, comment est-ce que je devrais me comporter? Qu'est-ce que je devrais aller regarder? On fait des exercices, c'est pratico-pratique. OK? C'est un accompagnement. D'accord? Donc, du point 0 au point 1. OK? C'est essentiellement du travail. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez réserver un appel en description de la vidéo. Donc, vous comprenez aujourd'hui que juste regarder les chiffres, ça ne fait pas tout. Je ne sais pas qui a du Estée Lauder, mais il y a grande chance que la plupart du temps, on se limite juste à des informations de surface. OK? Ici, en date d'aujourd'hui, combien est-ce que je paierai pour cette compagnie? C'est une entreprise qui peut mériter à peu près une vingtaine de fois les bénéfices. Qui peut s'acheter à 20 fois les bénéfices. OK? Quand tout va bien. Et donc aujourd'hui, on est en pleine restructuration. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 110 $ une entreprise qui pourrait rapporter 5,42 $ d'ici 2026. Et comme on le voit également ici, les analystes ont tendance à faire des prévisions somme toute correct, donc le business est assez prévisible. Et est-ce que ces prévisions-là ont tendance à ralentir sur les derniers mois?
on dira que ça n'a pas trop changé depuis. En tout cas, sur les 6 derniers mois, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, ça peut être encourageant ici. Et si c'est le cas, si je paye 15 fois les bénéfices ici, ça me donne à peu près 81 $ l'action. Si on arrive à 20 fois les bénéfices, on sera à peu près à 108 $. Donc, presque, on pourrait se dire que le prix actuel est juste correct. D'accord? Au prix actuel, c'est correct. Mais maintenant, si l'entreprise arrive à livrer la marchandise, revenir au niveau ici des 7 $ par action qu'elle versait en 2022, et attention, quand je dis 7 $ par action, c'est en prenant également en considération le même volume de bénéfices nets à cette période. OK? Faites attention. Et donc, si on revient ici sur Estée Lauder, on va prendre ici les bénéfices nets. Voilà. 2022, on a généré des bénéfices nets de combien? En 2022, on a généré des bénéfices nets de 2 milliards 400 par là. Et si c'est 2 milliards 400, 2,4. Admettons que ça devient la nouvelle moyenne. On me demande de payer aujourd'hui 40 milliards à peu près pour recevoir 2 milliards 4 chaque année. Soit un rendement de 6%. En termes de prix, ça revient à quoi? Disons que je le prends à 15 fois les bénéfices. OK? Ça fait 36 milliards, divisé par le nombre d'actions ici. On a un nombre d'actions en date d'aujourd'hui de 361. Donc, divisé par 0,361, ça nous donne un total de 100 $. Donc, 100 $, si on revient aux alentours ici des 2 milliards, des 2 milliards 400. Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible. Mais avant d'affirmer cela, pour avoir une conviction forte, il faut absolument passer dans les rapports financiers. OK? Donc, pour moi, ici, je dirais, Estée Lauder, le prix actuel commence à être intéressant. OK? Il commence à être intéressant. Mais ça dépend de beaucoup d'autres éléments derrière. En tout cas, c'est mieux que le 170 qu'on avait précédemment. Parfois, quand je mets mes price targets, on me demande toujours ici, est-ce que tu achètes? À te voir, on a l'impression que tu n'achètes jamais rien. C'est vrai. Je ne fais pas beaucoup d'acquisitions. Et vous devez également essayer de faire la même chose. Vous ne pouvez pas avoir 400 000 bonnes idées par an. Juste en avoir 2 à forte conviction, c'est déjà beaucoup. OK? Je peux passer toute une année à acheter la même entreprise. Ça ne me dérange pas. Ou bien 2 ou 3 entreprises. Bien des entreprises que j'ai déjà en portefeuille. Pourquoi est-ce que je vais aller acheter du Estée Lauder à un rendement sur coût d'acquisition de 3%? Parce qu'elle vend quoi? Des cosmétiques? Parce qu'elle a un pricing power? Vous pensez que le pricing power, à un moment donné, il y a des limites? OK? Ce genre d'entreprise, à qui est-ce qu'on vend? Quel est par rapport au pricing ici, est-ce que l'entreprise a tendance à augmenter les prix? Est-ce que les volumes suivent? C'est bien d'augmenter les prix, mais est-ce que les volumes suivent? La distribution, comment est-ce que ça se passe? Si on est des distributeurs indépendants, OK, on a nos propres magasins, etc. D'accord, on vend également en ligne. Mais si on a tendance à vendre dans des Sephora ou bien dans des grandes surfaces ici, dites-vous qu'on sacrifie également une partie des marges. Et c'est un business qui est de plus en plus compétitif. Vous voyez des marques comme Elf Beauty qui apparaissent. OK? Ça devient de plus en plus compétitif. Et Elf Beauty a de très bons résultats. Hein? Et c'est une entreprise qui, voilà, tout le monde l'a négligé pendant très longtemps, mais moi, elle ne m'a jamais intéressé. Au prix actuel, vu que l'entreprise commence à bien se comporter, on commence à l'observer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé ici. Pour le moment, bénéfice net, c'est bien, mais au niveau du besoin en fonds de roulement, il y a beaucoup de choses à aller regarder. Et ça peut être normal dans cette activité, mais voilà, Elf Beauty se comporte bien. Pourquoi est-ce que cette compagnie, Estée Lauder, a du mal à croître, a du mal ici à être au même niveau que ses concurrents? Vous avez du L'Oréal également, même si on dit que non, L'Oréal, c'est un peu high-end, etc. Mais Estée Lauder est capable de faire la même chose. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas ce type de décision-là? Qu'est-ce qui manque à Estée Lauder? OK? Bref, ceci n'est que mon avis. Et non un conseil d'investissement. Comme je l'ai dit, la semaine prochaine, pour l'analyse sectorielle, je vais avoir tendance à présenter l'analyse sectorielle pour ce type d'industrie. OK, donc ça sera uniquement ici dans le service premium, donc je l'annonce pour ceux qui sont intéressés. Présentement, on a regardé la restauration, on a regardé le secteur ici, transport aérien, on a regardé, bref, je pense qu'on a à peu près déjà une dizaine de secteurs déjà d'industrie déjà analysés, OK, et on va avoir tendance à faire des mises à jour, OK, et ça nous permet d'avoir une idée générale, globale, de comment est-ce que se comporte une industrie avant d'y investir. OK? Parce que l'entreprise, c'est bien, même si on fait du bottom-up ici, donc à savoir, on quitte de l'entreprise vers l'industrie, c'est toujours intéressant d'avoir une idée générale de l'industrie. Est-ce qu'elle est en croissance? Quels sont les problèmes présentement? C'est comme avec United Health. Tout le monde a peur, mais cybersécurité, blabla, mais ce n'est pas le plus gros danger. La cybersécurité n'est pas un problème. OK? C'est plutôt les changements au niveau de la régulation. C'est ça le problème dans ce type d'industrie. Mais
quand vous regardez à peu près comment est-ce que cette industrie-là fonctionne, vous vous rendez compte que UNH, Cigna, CVS sont très bien positionnés. Même si CVS, c'est beaucoup de pharmacies, mais il y a une partie dans les PBM. Là, c'est également un autre problème au niveau de la régulation. Il y a beaucoup de pression au niveau du prix de médicaments aux États-Unis. Et donc, pendant une longue période, pendant les années à venir, il y a de fortes chances qu'il y ait des nuages gris à l'horizon à cause du législateur. Voici les éléments qu'il faut prendre en considération lors d'une analyse en date d'aujourd'hui. Et donc, vous allez peut-être demander un prix un peu plus bas que ça. Mais encore, quand vous regardez du UNH, quel pourcentage ici des revenus qu'elle reçoit provient ici du programme Medicare ou bien Medicare Advantage. Ça vous permet de voir si elle est très dépendante ici à tout ce au programme gouvernemental ici en termes d'assurance. Ok, ça c'est un autre pan, hein, c'est une autre situation, ça ne fait pas partie du PBM, etc. Ok, bref, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. C'est comme avec le secteur ici des data processing, une analyse sectorielle qui va sortir ce soir, par exemple. Vous allez vous rendre compte que quand on parle de data processing ici, c'est essentiellement des entités comme Visa, Mastercard, PayPal, Block, ce genre de choses-là. Moi, je pense que PayPal a encore de l'avenir. Mais par rapport à ce qu'elle fait, son business est menacé par des entités comme Google, comme Apple. Et donc, dans tout cet environnement-là, qu'est-ce que je dois choisir? Quelles entreprises devraient m'intéresser? Est-ce que je vais aller prendre des entités comme Fiserv, GPN ou Fidelity? Ou bien je vais aller regarder Visa et Mastercard uniquement? Ou bien je prendrai PayPal? En tout cas, vous avez mon avis sur PayPal, par exemple. C'est une entreprise qui quantitativement paraît sous-évaluée, mais le risque de crédit est de plus en plus élevé, notamment avec son segment Buy Now, Pay Later, qui est un segment en pleine croissance. Mais voilà, aller dans ce genre de business, c'est, oui, booster les revenus, etc., mais c'est également ajouter un risque supplémentaire. OK? Donc, on devient une entité financière avec du crédit, donc ça devient de plus en plus important. Donc, les marges, les multiples de valorisation seront différents. Je parle beaucoup. Et tout simplement, je parle beaucoup parce que j'essaie de donner le maximum d'informations. Parce qu'également, je peux comprendre que quand on commence à investir, voilà, on aime le dividende, on veut le rendement, on regarde le PER, etc. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas très compliqué non plus. C'est une question d'habitude. Habituez-vous à faire le travail nécessaire. Habituez-vous à faire le travail nécessaire. Ça ne veut pas dire que vous aurez toujours raison. Vous allez vous tromper, même après avoir lu les rapports financiers. Vous allez vous tromper. Mais vous saurez pourquoi est-ce que vous vous êtes trompé. Très important. Bref, j'ai trop parlé. Pour Estée Lauder, mon price target, comme je l'ai dit ici, je vais rester... Voilà, accordons à Estée Lauder le bénéfice du doute. Donc, je vais être très optimiste ici. D'accord? Le management ici s'entend, ils veulent économiser à peu près 1,5 milliard et donc pour booster les revenus, etc. Admettons qu'on revienne à peu près aux 2,4 milliards qu'on avait l'habitude de produire par le passé à 20 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. Ça peut être normal. 20 fois les bénéfices, moins la dette nette. La dette nette en date d'aujourd'hui est de combien? Vous avez moins la dette nette ici. On a une dette nette de 6 milliards 140 millions, moins 6,14. Ça donne à peu près 41 milliards, divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 361 millions d'actions, j'arrondis, divisé par 0.361, ça vous donne au total 116 $ l'action. Et donc, si moi je l'achète en date d'aujourd'hui, malgré le fait qu'on fasse toutes ces économies-là, etc., j'ai déjà extrapolé à 116 $ l'action. Je veux dire, on me propose ça à 110 $, donc ce qui me permet de dire que c'est correctement évalué, mais ça inclut tel ou tel élément derrière. Et donc, ce qui veut dire que si je dois l'acheter à un prix qui n'implique pas, je dis bien, qui n'implique pas voilà, un prix assez raisonnable avec une marge de sécurité supplémentaire, j'aimerais l'avoir aux alentours ici de combien? Divisé par 300, et ça c'est mon prix à moi, ça me concerne littéralement. J'aimerais l'avoir aux alentours des 66, 55 par là. En tout cas, en dessous des 66 $. Et 66, ce n'est pas un chiffre exact, ça peut être, je dirais, en dessous même des 70 $. OK? Parce que je veux une marge de sécurité. Donc, Estée Lauder, est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist? Oui. Et donc, c'est la consommation durable. Donc, on vient ici, dans ma watchlist. Comme je l'ai mentionné, le lien est en description
de la vidéo pour les services top premium. Donc la watchlist, vous aurez tendance à voir à peu près les price targets, etc., ainsi que les dates de modification. Donc ici, on prend ça, on est dans le segment de la consommation durable, consumer staple, on a du ST Loader, donc c'est EL, donc ST Loader ici, on s'était entendu à 116. Donc si j'ai cette watchlist mise à jour, je sais pertinemment qu'en regardant ST Loader, la vidéo existe sur Top Invest. Je regarde la vidéo et je sais pourquoi est-ce que Top Invest a mis 116 $. Si je ne suis pas d'accord, je pourrais moi-même apporter des modifications à ce raisonnement-là. OK? Parce que c'est un raisonnement purement quantitatif. Et pour ceux qui savent, vous savez que le quantitatif, c'est bien, mais disons que c'est, je dirais même 50% du travail, c'est exagéré. Parce que je dirais même à la longue, ça compte pour 30%. Le fondamental qualitatif, c'est 50%. Le quantitatif, c'est 30%. Le management, c'est 20%. OK? Tout ça compte. En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je n'ai pas parlé de dividendes parce que est-ce que ça vaut la peine de vous dire que le dividende, il est safe, mais qu'actuellement, vu les difficultés actuelles, en date d'aujourd'hui, l'entreprise a peut-être en termes de cash les moyens de payer ce dividende, mais on va avoir tendance à puiser un tout petit peu. On aura moins de free cash flow prévu cette année pour le dividende. OK? Et ça, ce n'est pas bien. En 2023 et en 2024, on a payé plus en termes de dividendes qu'on en a reçu en free cash flow. Et donc, on s'est endetté légèrement. Et ça, je n'aime pas. Les entités pareilles doivent avoir, excusez-moi, les couilles nécessaires pour couper ce dividende-là. Surtout en cette période. OK? Parce que si je prends de la dette ou bien si je réduis le cash présentement, je vais devoir ici accepter des taux d'intérêt plus élevés. Donc, je n'aime pas la politique d'allocation du capital d'Estée Lauder. Je n'aime pas. Je n'aime pas. OK? 1 an, 2 ans, OK. Mais l'année prochaine, on s'attend à combien? Et ces attentes aussi sont de moins en moins intéressantes. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.